Podcast chez Cavant, en collaboration avec Hockey Ballers, Bull Nutrition, DA Sport, Rénovation Calfeutrage Alchem, Deck RDP, Future Generation Sport Collection Card, Cadence Virtuelle, FDHL, All-Star Cup, Golden Break, Sliders Keepers, AAD Lab, La Voûte Sportive, Deck pour qui Sabrevoix, Focus Gardien de but, Gestion Arvika Inc. McDonald. Prépare-toi, l'échec avant arrive en direct dans ton écran dans quelques instants. Édition du 7 mai 2025. C'est parti! T'es l'échec avant où le sport s'anime. Des départs passionnés, des moments sublimes du hockey de la NHL au touchdown de la NFL. On vit chaque instant, on brille intensément. Les statistiques en main, on décrypte chaque jeu. Des frappes de la MLB au but ambitieux. La MLS qui monte la CFL en force. Chaque discipline nourrit nos échanges, nos ressources. C'est plus qu'un micro, c'est un rendez-vous. Une équipe, une passion, un esprit fou. On plonge dans les faits, on questionne, on apprend. L'échec avant, c'est le sport différent. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et bienvenue à votre échec avant, le podcast sportif, là où tous les amateurs de sport se donnent rendez-vous en grand. Ce soir, édition du 7 mai 2025, podcast 100% hockey où on parle de la série Capitals canadiens, match numéro 4 et match numéro 5, où on y reviendra dans quelques instants. Ensuite, tour d'horizon du deuxième tour éliminatoire dans la Ligue nationale de hockey. La loterie qui s'est jouée dans les derniers jours, surprise, les Islanders de New York avec 3,5% de chance remportent la loterie avec le président des Islanders dans son salon. Fou de joie. On va revenir également sur le classement des espoirs dans la Ligue nationale. Vers qui les Islanders de New York vont-ils se retourner? Et qu'en est-il de l'avenir des Islanders de New York avec l'avenue de ce premier choix au total au repêchage de 2025? Également, on veut vous entendre sur le nouveau logo et le nouveau nom, les Mammouths de l'Utah. J'ai hâte de vous entendre sur ce fameux logo. Moi, personnellement, ça me fait ni chaud ni froid. Je le trouve pas extraordinaire, mais je le trouve pas laid non plus, donc on va en discuter tantôt également. Juste avant, mesdames, messieurs, comme la semaine dernière, eh bien, je vous invite à l'édition du tournoi All-Star Cup, édition LNH. Comment ça fonctionne? C'est simple, contactez l'organisation d'All-Star Cup via leur page Facebook pour de plus amples détails. Ce qui est particulier avec ce tournoi, c'est que le 26 mai prochain, les capitaines qui auront inscrit leur équipe, eh bien, il y aura un draft le 26 mai prochain. Et lorsque votre nom est pigé, vous allez sur la scène à l'avant et choisissez l'équipe de la Ligue nationale que vous voulez représenter au tournoi et vous serez vêtu de l'uniforme de cette équipe. Donc, par exemple, Cédric inscrit son équipe, il est choisi, il draft le Kraken de Seattle, choisit le chandail home, le chandail bleu. Eh bien, au tournoi, il représente le Kraken de Seattle avec son équipe. Donc, tournoi vraiment intéressant. Contactez l'organisation All-Star Cup pour de plus amples détails. Édition LNH le 5 juillet prochain au centre HBLL de Terrebonne. Maintenant, avant d'enchaîner avec le Canadien de Montréal, avis à tous les gardiens et gardiennes de but sur glace, au deck hockey, pour ceux et celles qui aimeraient avoir une personnalisation de leur masque de gardien, n'hésitez pas à contacter Michael Essa de Decklass. Vous pouvez aller visiter sa page Facebook.
Michael, qui débute là, dans le métier du customize, si je peux dire comme ça, là, donc de la personnalisation de masques de gardien de but. Donc, pour ceux là, qui sont habitués de voir des wrappings personnalisés, des masques personnalisés aux couleurs d'équipe X, Y, Z. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Et d'ailleurs, eh bien, j'en profite. J'ai moi-même été faire mon nouveau wrap sur mon masque. Cédric, je pense que tu as déjà vu le premier que j'avais quand on a fait le tournoi Shootout. Donc, complètement différent. On va ailleurs. J'avais l'ancien logo sur le mien. Donc, le voici, le voilà. Donc, pour ceux et celles là qui voudraient... Donc, le nouveau logo de chaque côté. Et à l'arrière, on peut voir le fameux McPocket qui se trouve en haut avec les noms de mes deux petits bonhommes, leur date de naissance, strap bleu. Donc, voilà pour le rap de Monsieur Michael Essa. Donc, je vous invite là, à aller voir sa page Facebook Declass pour de plus amples détails, plusieurs modèles. Et également, il ne fait pas juste des wraps de masques, il fait également, là, il peut arranger des mythes, il peut arranger les blockers. Donc, pour ceux qui voudraient avoir une mythe, là, un panier plus profond, il fait également ça. Et aussi, je ne sais pas s'il y en a qui vont le voir, là, mais afin de faire une petite publicité à Michael, il est allé d'un tape personnalisé de sa compagnie. Donc, voilà, pour ceux et celles là. Donc, pour ceux et celles qui sont intéressés, n'hésitez pas. Ah ben oui, hein, j'ai pas pensé à ça. Ok, 2 petites secondes, j'ai pas pensé à ça, j'étais encore sur mon affiche dans Star Cup. Donc, on va le remontrer, merci à François. J'ai pas remarqué que j'avais pas encore changé mon... Donc, on va le ressortir, prise 2. Donc, on peut le revoir une autre fois. On voit l'avant ici avec le numéro 32. Tape de l'autre côté. Alors, date de naissance avec les noms de mes deux petits bonhommes. Mon petit surnom qui se retrouve en haut. Donc, Michael Essa. Sa compagnie Declass pour ceux qui voudraient avoir là, des accessoires, des modifications sur leur équipement. Et là, je vais me relever encore une fois, puisque ça a l'air que j'ai montré ça dans le beurre juste avant. Donc, voilà. Pour ceux qui voudraient avoir également là, un petit tape personnalisé sur... Donc voilà, un gros merci à Michael qui débute encore une fois dans le marché de la personnalisation de masques de gardiens, d'équipements de gardiens et ainsi de suite. Les gars, c'est maintenant le temps de parler de choses sérieuses. Le Canadien de Montréal qui, malheureusement, s'est fait éliminer en 5 parties contre les Capitals de Washington. Je sais pas pour vous, j'ai l'impression qu'on a manqué de jus du côté du Canadien à la fin. Ça a semblé difficile. Le Canadien s'est incliné 5-2 et 4-1 dans les 2 derniers matchs à Montréal et à Washington. Qu'avez-vous pensé de ces 2 derniers matchs-là et de la série en général? Ben écoute, je pense que tu as dit la bonne chose. On a manqué de jus en fin de série à cause d'un manque, principalement un manque de profondeur. Washington, clairement, l'équipe la plus profonde des deux. Je pense que c'était assez clair. Je pense que personnellement, je suis, comme j'avais dit la semaine dernière, loin d'être fâché de la prestation du Canadien. Un petit peu déçu, c'est sûr, de voir les Canadiens être défendus en première ronde comme ça, surtout avec les 2 derniers matchs qui ont été beaucoup moins faciles. Mais une bonne série, une bonne bataille là, du Canadien qui a livré un bon combat quand même à la première équipe dans l'Est. Je pense qu'on a été capable de les pousser quand même quelques bons différents dans les 2 premiers matchs. Puis le Canadien aurait pu se retrouver là, après 3 matchs avec une avance 2-1 dans la série, avec un match qui s'est terminé en prolongation dès le premier match de la série.
Donc, une bonne bataille. Je suis quand même très content d'avoir vu la performance du Canadien. Puis je pense que ça a relevé là, des besoins très importants. Je suppose qu'on va avoir un épisode le plus précis du podcast pour les besoins cet été du Canadien et tout ça. Donc, on en reparlera rendu là, mais je pense que ça a soulevé des points très importants à adresser cet été pour le Canadien. Donc, pour moi, c'est de l'apprentissage, puis c'était que du positif, honnêtement, cette série-là contre Washington. Danick? Je suis d'accord avec toi, Cédric. J'allais dire la même chose que toi. Gars, c'est de l'apprentissage. Et puis, oui, on a manqué de profondeur. De l'autre côté, les Caps, on ne se le cachera pas. Là. Ils avaient de la profondeur, des joueurs d'expérience, tout ça. Fait que c'est là que ça s'est joué. Peut-être que le premier match, on l'aurait remporté en prolongation, la série a été différente. Mais, gars, côté apprentissage, c'est le positif. Les jeunes vont en prendre de ce côté-là. Là. Non, 100%, je pense que c'est des bons points. Je pense que, honnêtement, on se le cachera pas, puis les deux, vous l'avez mentionné, le mot à retenir, c'est profondeur. Je pense que le Canadien manquait de profondeur. On avait beaucoup de blessés chez le Canadien. On l'a vu dans le bilan de fin de saison. Yoel Armia qui avait une main cassée. Patrick Laine, qui, même si c'est pas le gars le plus utile à 5 contre 5, un doigt cassé, ça aide pas un gars au niveau performance. Anderson qui doit jouer blessé depuis le mois de janvier. Tu sais, à un moment donné, ces gars-là, ça les rattrape. Anderson a été fumant toute la série. Il a frappé comme un cochon. Il a été intense toute la série. Mais à un moment donné, là, tu peux pas frapper de même éternellement. À un moment donné, la fatigue te rattrape. Les blessures te rattrapent. Des gars comme Suzuki, ça a commencé à être fatigué. C'est des gars qui ont amené leur équipe jusqu'aux séries. Des gars qui ont traîné l'équipe sur leurs épaules. Oui, il y a eu une contribution de tous les joueurs dans l'effectif. Mais mine de rien, il y en a qui ont eu un apport plus important que d'autres. On parle de Suzuki. On parle de Cole Caulfield. On parle de Anderson qui a amené un apport incroyable au niveau robustesse. Donc, je pense que le mot d'ordre qui est important à retenir, c'est profondeur. Puis, avant d'entrer en live, on parlait un peu des directeurs généraux. Les Islanders qui ont besoin d'un directeur général. Les Kings, Rob Blake, c'est terminé. On a parlé de Marc Bergevin tantôt. Puis, on va y revenir également, mais Marc Bergevin était le directeur général qui amenait beaucoup de profondeur à la date limite des transactions. C'était ce type de directeur général-là. Amener des gars comme Nate Thompson, amener des gars comme Nicolas Deslauriers, amener des gars de 3e, 4e trio qui frappaient, des gars de profondeur qui allaient faire la job sale, entre guillemets, puis qui allaient faire en sorte que des gars comme Caulfield, des gars comme Suzuki, bon, dans ce temps-là, c'était pas eux, mais voyez où je m'en vais. Ces gars-là n'avaient pas besoin de se soucier de devoir frapper, de devoir terminer leur mise en échec. Ils pouvaient se concentrer sur le fait d'amener de l'offensive. Donc, je suis pas en train de dénigrer le travail de Kent Hughes, loin de là. Je pense que s'il y en a un depuis longtemps à Montréal qui fait un job incroyable au niveau du poste de directeur général, c'est bien Kent Hughes et Jeff Gorton. Je comprends qu'on voulait pas de chaud noyau. Je comprends qu'on avait beaucoup de joueurs dans l'effectif. On avait Heinemann qui était là en surplus. On avait Kapanen qui s'est amené par la suite. Mais je pense que avoir amené un joueur de profondeur de plus aurait pu aider. Ou quitte à monter quelqu'un de Laval. Tu sais, je suis pas en train de dire que Florian Jacquet est le Nicolas Deslauriers de la Ligue américaine. Mais à le voir aller dans la Ligue américaine présentement, ce gars-là, sur un 4e trio, aurait pu donner cette profondeur-là. Un gars qui a pas peur de frapper, un gars qui a pas peur de jeter les gants, puis un gars qui a pas peur de se mettre le nez dans le trafic. C'est un gars d'énergie comme ça que tu as besoin sur un 3e, 4e trio. J'enlève rien à Gallagher. Gallagher s'est défoncé toute la série, il a mangé des sticks d'en face. Anderson s'est défoncé. Dvorak, je m'excuse, mais il a pas été mauvais, mais il a pas été bon. Est-ce que j'aurais aimé mieux avoir un Florian Jacquet qu'un Christian Dvorak? 100%. 100%. Mais bon, on est allé all-in avec cette équipe-là.
On a fait des séries avec cette équipe-là, tant mieux. Il y a des gars qui vont partir. D'après moi, il va y avoir des gars qui vont arriver. J'ai bien hâte de voir ce qu'on va faire au repêchage. Mais avant de s'en aller vers le repêchage, les gars, on va parler de la deuxième ronde des séries. Puis là, on vous a pas oublié. On le sait, la saison du Canadien est terminée. Il y a eu le bilan de fin de saison dans les derniers jours. On va s'organiser, moi et les collaborateurs de Chic Avant, pour vous faire, que ce soit un soir de semaine ou un soir de fin de semaine, un 1 heure et demie de show 100% CH, bilan de 2024-2025. Peut-être, j'ai eu des pourparlers avec François Carrière de la FDHL qui va se joindre à nous pour venir parler du Canadien. Alex Langtour de BPM Sport, que j'avais déjà approché, avait une ouverture à venir avec nous faire un bilan de saison du Canadien. Donc, il y a des surprises qui vont peut-être venir en ligne de compte, mais dans tous les cas, il va y avoir une émission spéciale bilan de saison du Canadien de Montréal dans les prochains jours, semaine prochaine, dans ces eaux-là. Les gars, voici les affrontements de la deuxième ronde. Winnipeg, Dallas, Vegas, Edmonton, Toronto, Floride, Washington, Caroline. Winnipeg, ça s'est joué par la peau des fesses. Cole Peffordy, qui inscrit un but, de mémoire, c'est à 0.6 ou à 1.6. 1.6 de la fin de la troisième pour égaler le match. Et les Jets l'emportent en prolongation pour sortir Jordan Binnington et les Blues de Saint-Louis qui avaient connu toute une fin de saison. Les Stars de Dallas ont causé la surprise. Mikko Rantanen a redonné des mots de tête à l'Avalanche du Colorado dans le match numéro 7. Tour du chapeau, sort son ancienne équipe, les Stars qui passent au second tour. La fin de Marc-André Fleury dans la Ligue nationale de hockey. Les Golden Knights de Vegas éliminent le Wild en 6 rencontres. Connor McDavid et les Oilers viennent à bout des Kings avec, non, Stuart Skinner, mais Calvin Pickard. Et là, Calvin Pickard. Deuxième tour pour les Oilers du côté de l'Est. Les Leafs de Toronto qui n'ont pas choqué face aux Sénateurs et avancent au second tour face à la puissance de la Floride, les Panthers d'Alexander Barkov. Les Hurricanes de la Caroline affrontent les Capitals d'Alex Ovechkin. Jusqu'à présent, 0-0 Winnipeg-Dallas, 1-0 Edmonton contre les Golden Knights, Floride qui est en déficit 0-1 contre les Leafs et la Caroline qui l'a emporté contre les Capitals en prolongation dans le match numéro 1. Les gars, quelles sont vos prédictions pour le deuxième tour? Ben, j'avais prédit, moi, au tout début, quand j'ai fait mon Bracket Challenge NHL, pour ceux qui l'ont fait, que Colorado allait gagner la coupe. Donc, je me sens un petit peu tata après le premier tour. Donc, mais je pense vraiment que c'était la série la plus serrée. Pour moi, Dallas et Colorado, c'est les deux équipes les plus serrées. Donc, à voir comment Winnipeg a joué cette première ronde-là, je serais loin d'être surpris de voir Dallas passer en finale de l'Ouest. Donc, je vais prédire Dallas pour cette série-là. Pour ce qui est de Edmonton contre les Golden Knights, ça ressemble à l'année dernière, les Oilers qui pourraient se faire compter 6 buts et trouvent le moyen d'en compter 7 pour battre l'autre équipe, peu importe qu'est-ce qui arrive. On dirait qu'ils ont tellement de power offensif que ça pourrait être un cône orange dans les buts, qu'ils trouvent un moyen d'aller chercher des victoires. Donc, j'ai envie de dire Edmonton pour cette série-là. Dans l'Est, malgré la victoire en prolongation, le 2-1 des Hurricanes, je crois encore que les Capitals sont la meilleure équipe. Deux équipes très profondes, deux équipes très solides. Ça va être intéressant de voir le reste de la série. Mais je pense que Washington va passer en finale de l'Est. Et probablement pour moi, la série la plus difficile à départager, c'est Toronto contre Floride. Je pense qu'on est venu à sous-estimer beaucoup Toronto parce que c'est l'équipe qui choke tout le temps en première ronde. Mais là, je pense qu'il faut peut-être faire attention à Toronto qui se sont
approfondis pendant la saison, qui ont été chercher beaucoup de papier sablé, des Simon Benoît puis des joueurs comme ça, qui commencent à avoir une grande importance. Ça joue plus physique que ça jouait. Même des joueurs comme Nylander qui prouvent que, bien entourés de papier sablé, comme j'ai dit, peuvent être beaucoup plus performants. Donc, peut-être mon plus gros upset là, dans la deuxième ronde, je pense que Toronto va passer en finale de l'Est comme dernière prédiction pour la deuxième ronde. Danick? Moi, mes prédictions pour la série Winnipeg-Dallas, je vais y aller avec les Stars en 6. Je pense que les Jets vont être fatigués jouer contre les Stars de Dallas. Je pense que les Bucks, c'est pas un grand gardien en playoff. Ils vont affronter une profondeur de l'autre côté. Fait que moi, je vais pour les Stars. Du côté Vegas-Edmonton, pour moi, Edmonton, c'est le côté gardien. Fait que je prends les Golden Knights en 6. Fait que la finale de conférence serait les Stars de Dallas contre Vegas. Dans l'Est, je vais pour Toronto. Je pense que cette année, ils ont démontré qu'ils ne voulaient pas choquer. J'ai eu peur au début contre les Sénateurs, mais je les ai vus jouer. J'ai aimé leur implication. Je pense que justement, tu l'as mentionné, Cédric, le papier sablé, ils ont été chercher de la profondeur. Fait que pour moi, ça va être les Maple Leafs en 7. Du côté Washington et la Caroline, je souhaite la Caroline en 7 également pour enlever l'étiquette sur mon Facebook des Capitals. De mon côté, à commencer par la série Winnipeg, Dallas. Le point d'interrogation dans cette série-là, c'est Connor Hellebuyck. À quel point Connor Hellebuyck est mauvais en éliminatoire, ça me donne des migraines. Connor Hellebuyck est un excellent gardien de saison régulière, mais semble avoir vraiment l'étiquette de stresser. Parce que je peux pas dire de choker parce qu'il a passé la première ronde. Mais l'étiquette de nerveux, l'étiquette de stressé en éliminatoire. À quel point la mentalité de Connor Hellebuyck n'est pas la même en éliminatoire, c'est complètement fou. Les Stars de Dallas, à maintes et une reprises, année après année, se classent en éliminatoire, se rendent jusqu'en finale d'association ou même en finale de la Coupe, lorsque Pavelski était là, et n'ont pas pu concrétiser et remporter la Coupe. À cause de l'interrogation de Connor Hellebuyck et la série qu'ont livré les Jets aux Blues, malgré que les Stars ont aussi livré une solide bataille contre l'Avalanche, je pense que les Jets vont être un peu plus fatigués que les Stars. Pour moi, Dallas l'emportera en 6 rencontres contre les Jets. Oilers, Vegas. Est-ce que Calvin Pickard pourrait causer la surprise? On l'a vu dans les dernières saisons, des gardiens surprises, il y en a eu. C'est pas le premier, c'est pas le dernier. Cédric a parlé que les Oilers pouvaient perdre par 6 et trouver le moyen d'en scorer 7. Perdait contre les Kings 0-2 dans la série. On a eu des séquences dans les rencontres où on perdait par 2-3 buts. On est revenu dans les rencontres et on a gagné les matchs. Contre Vegas, on perdait par 2. On a trouvé le moyen de revenir. On a gagné le match. Je pense que Connor McDavid et Leon Draisaitl sont en mission encore une fois. Et je pense que même avec le fait d'avoir Calvin Pickard devant le filet, je pense que les Oilers vont l'emporter contre les Golden Knights en 7 rencontres. Ça va être dur, mais on va venir à bout des Golden Knights. Je ne sais pas pourquoi, mais les Golden Knights, pour moi, ne m'inspirent pas confiance. On a une offensive redoutable. Mais je n'ai pas confiance au gardien de but des Golden Knights. Pour moi, Adeniil, j'ai pas confiance. Puis je pense que le deuxième, c'est Laurent Brossoit de mémoire. Peut-être que je me mélange d'année, mais c'est Laurent Brossoit qui est là comme deuxième gardien. Je pense, oui. Adeniil, Laurent Brossoit, Stuart Skinner, Calvin Pickard.
Et il m'excuse, mais pour moi, il n'y en a pas vraiment un qui sort du lot, là. Peut-être Adden Hill d'une légère coche, mais encore là, je pense pas que c'est lui qui va faire la différence du côté des Golden Knights. Donc, Edmonton en 7, on aurait une finale de conférence Dallas-Edmonton. Dans l'Est, malheureusement, les Leafs n'ont pas choqué. Je pense que les gars ont soulevé de bons points. Avant les séries, à la date limite des transactions, on est allé chez Rona, chez Patrick Morin, chez Home Hardware. On a vidé le papier sablé, on a vidé les tablettes. On voulait pas prendre de chance. Les Leafs, pour leur donner, jouent du gros hockey présentement. On mène 1-0 contre la Floride. J'ai peur pour la Floride dans cette série-là. Je sais pas pourquoi, mais la Floride m'inquiète. On a battu Tampa Bay facilement, puis c'est pas quelque chose qui me surprend parce que j'avais pas confiance au Lightning dans cette série-là. Je pense que les Panthers vont l'emporter en 7 matchs contre les Leafs. Mais si les Leafs l'emportent, je serais pas assis sur le bout de mon siège. Je pense que ce serait pas étonnant de voir les Leafs l'emporter en cette série-là si jamais ça arrive. Mais je pense que les Panthers vont l'emporter en 7 rencontres. Caroline, Washington, ben mon Danick, tu vas conserver ta page de couverture. Tu vas conserver ta photo de profil. T'as voulu faire un pari de chaudron, tu vas aller jusqu'au bout. Parce qu'Alex Ovechkin est en mission. On a parlé de papier sablé. Les Capitals ont vidé le stock à Washington parce qu'ils en ont du papier sablé, ils en ont de la profondeur. Les gars ont faim, là. Anthony Beauvillier, il frappe comme un cochon. Il est gros comme un pic. Dubois est immense, il frappe. Wilson, il a une grande gueule, il frappe. Ovechkin, il est gros, il boit sa Coors, il frappe. Les gars, ils frappent. Ils ont de l'énergie. Même si en troisième, ils sont brûlés, ils parviennent à contrôler le match. Oui, on a perdu le premier. On l'a perdu en prolongation. Je pense que les Capitals, en finale de l'Est, contre les Panthers de la Floride. Et ensuite, ça va être toute une finale d'association. Les gars, dans les derniers jours, c'était la loterie dans la Ligue nationale de hockey. Et il y a eu une surprise dans tout ça. Sans surprise, le Canadien repêche 16e, qui était le choix des Flames de Calgary, qui, on vous rappelle, était protégé top 10. Ce qui veut dire que si les Flames avaient eu un choix entre 11 et 16, le choix appartenait au Canadien de Montréal. Mais si les Flames avaient eu le choix entre 1 et 10, le Canadien perdait ce choix. Le Canadien de Montréal a donc le 16e et le 17e choix du repêchage de 2025. Avec 3,5% de chance, les Islanders de New York remportent la loterie du repêchage 2025. S'ensuit les Sharks, les Blackhawks, l'Utah, les Predators, les Flyers, les Bruins, le Kraken, les Sabres et les Ducks pour compléter le top 10. Les gars, je vous pose 2 questions. La première, en fait 3 questions. La première, est-ce que les Islanders repêcheront Matthew Schaefer? Oui ou non? Et si oui, va-t-on échanger Noah Dobson pour acquérir des choix dans le futur? Puisqu'on risque fort possiblement de reconstruire malgré certains gros contrats. Est-ce que l'Utah, ou je pourrais dire les Mammouths, vont repêcher ou vont échanger pour acquérir un élément important dans leur équipe? Et est-ce que le Canadien de Montréal va repêcher une fois, 2 fois, ou échangeront-ils leurs 2 choix pour un élément important tel qu'un centre numéro 2 ou même un ailier top 6?
Pour ce qui est des Highlanders au premier rang, je pense qu'un défenseur comme Matthew Schaefer, ça vient pas à tous les coins de rue. Je pense que quand tu as la chance d'aller chercher un défenseur comme ça, tu y vas. Le seul point d'interrogation, tu l'as nommé, c'est Noah Dobson. Est-ce que les Highlanders voient encore en Noah Dobson un défenseur de concession, un défenseur top 15, même top 10 de la LNH? Si c'est pas le cas, on y va à 100% pour Matthew Schaefer. Et selon moi, on laisse partir Noah Dobson pour aller se remplir le pool de choix de repêchage ou de prospect, un des deux, ou probablement les deux en même temps, bien honnêtement. Donc, pour moi, personnellement, si j'ai le premier choix, il y a deux scénarios possibles. Il y a Matthew Schaefer et pour moi, Michael Misa est quand même encore assez proche. Mais je pense que les Highlanders vont vouloir commencer avec un défenseur dynamique comme Matthew Schaefer pour essayer de bâtir sur un défenseur, vu que c'est plus difficile d'en trouver. Tu as parlé du Mammouth de l'Utah. Je pense que, étant pas si loin des séries de leur côté, vont peut-être préférer échanger ce choix-là pour aller chercher, un petit peu comme les Canadiens ont besoin d'un deuxième joueur de centre. Je pense qu'ils seraient prêts à échanger ce choix-là pour aller chercher un deuxième joueur de centre jeune, prêt à jouer dans la Ligue nationale pour les aider à faire une poussée pour les séries l'année prochaine. Il y a des joueurs de centre disponibles dans le coin là, du quatrième choix overall. Là, Michael Misa, s'il n'est pas sorti, James Higgins, Anton Frondell, Caleb Desnoyers, tous des très bons prospects, mais peut-être pas pour les aider à faire les séries l'année prochaine. C'est peut-être des projets à un peu plus long terme. Donc, je pense qu'il y a des bonnes chances qu'on voit Utah échanger ce premier choix-là. Puis, pour ce qui est des Canadiens, je m'avancerai à dire que je ne pense pas, honnêtement, si les Canadiens veulent aller chercher des défenseurs droitiers, ce qui est un manque très, très, très gros pour le Canadien présentement, surtout avec la retraite de Savard, et un centre ou un allié de deuxième trio. Je pense que le Canadien devra se départir d'au minimum un choix de premier tour cette année. Et honnêtement, il y a quand même un pas pire gap, là, excusez-moi l'anglicisme, entre les 5-6 premiers choix et le reste. Donc je pense que le Canadien va peut-être bénéficier d'échanger ces deux choix-là, que ce soit pour reculer un peu, aller chercher un joueur en fin de première ronde ou simplement aller chercher un joueur prêt à jouer dans la Ligue nationale, défenseur droitier ou deuxième joueur de centre. Je pense que ça serait des bonnes pièces d'échange avec quelques espoirs pour aller chercher quelque chose de potable. Danick? Pour ma part, chez les Islanders de New York, c'est sûr que ça dépend de leur évaluation. Ben, moi, mon évaluation, je serais prêt à repêcher le défenseur, comme tu as dit, Cédric, qui n'en a pas beaucoup, qui vont sortir là. Puis tu peux échanger Brunson, puis avoir aussi, je pense, un bon choix de repêchage. Euh, pour moi, le gars de franchise va être le défenseur qui est là cette année. Fait que pour les Islanders de New York, moi, je repêche premier, je repêche le défenseur. Pour l'Utah, je pense qu'on le sait où il était rendu. Je pense qu'on est chanceux de repêcher quatrième. Mais pour ma part, je changerais le choix. Puis tu vas chercher un joueur d'impact qui va pouvoir aussi t'aider peut-être à rentrer dans les séries comme le Canadien l'ont fait cette année. Et pour le Canadien, je pense qu'on le sait justement, tu l'as dit, la perte de David Savard prend sa retraite. On a besoin d'un défenseur. On a besoin d'un centre numéro 2 aussi. Tout dépend de l'évaluation du Canadien. Est-ce qu'on va échanger le choix du 17e peut-être? Je crois qu'on va garder le 16e, tel des Flames de Calgary. Mais pour ma part, j'en échangerai un, c'est sûr, pour peut-être reculer au repêchage pour un défenseur ou sinon de s'améliorer pour l'année prochaine. À mon tour de répondre. Premièrement, allons voir le classement des top 10 au niveau des espoirs dans la Ligue nationale en vue du prochain repêchage. Classé numéro 1, Matthew Schaefer. Classé numéro 2, Michael Misa. Classé numéro 3, James Hagan. Numéro 4, Jake O'Brien. Numéro 5, Radim Meterka. 6, Porter Martone. 7, Caleb Desnoyers, qui risque d'être un choix intéressant. Numéro 8, Roger McQueen. 9, Keisha Aitchison. Et numéro 10, Carter House. Du côté des Islanders de New York, je pense que la priorité est de commencer. On dit toujours que quand tu reconstruis, ça commence avec ton gardien de but. Au niveau des gardiens, les Islanders sont corrects. Elias Sorokin, Semyon Varlamov, je pense que ça va. À la défense, à part Noah Dobson, il n'y a pas grand-chose chez les Islanders de New York.
Je pense que si tu compares l'attaque et la défense, la défensive est ta priorité du côté des Islanders. Donc, Matthew Schaefer doit être la sélection des Islanders de New York. S'ensuit un point d'interrogation. Et Cédric en a parlé. Danick a soulevé un point. Noah Dobson. Noah Dobson, c'est à se demander, justement, est-il le joueur de concession qu'on voyait en lui au début? Est-ce que Noah Dobson veut signer à long terme avec les Islanders de New York? Est-il prêt à faire part de la reconstruction? Parce qu'il n'est pas vieux, Noah Dobson. C'est quoi, 25-26 ans, Noah Dobson? On parle d'une reconstruction, c'est 3, 4, 5 ans, dépendant des éléments que tu as déjà en place. Ou est-ce que Noah Dobson veut être échangé? Si Noah Dobson veut rester, moi je pense que les Islanders peuvent se permettre de le garder. Ça dépend toujours du contrat, du montant d'argent. Mais si on peut se le permettre, je pense que les Islanders vont le garder. Si Noah Dobson ne veut pas rester, c'est peut-être là où les Islanders vont bouger dans l'optique d'aller chercher des choix et des jeunes espoirs pour la reconstruction. Ensuite, les Mammouths de l'Utah. Numéro 4. Cédric a mentionné que le Mammouth était près d'une place en éliminatoire. On a eu des blessés. Ça n'a pas aidé. En fin de saison, on a connu une bonne fin de saison, mais il était trop tard. La défensive, on a eu des gros morceaux qui ont été blessés, dont Mikhail Sergachev. Ça aussi, ça n'a pas aidé. Je pense que l'Utah en santé entrait en série cette année. Manque peut-être un morceau ou deux. J'aurais envie de dire un morceau en défense puis un morceau en avant pour l'Utah. Puis je pense que le meilleur move à faire, c'est d'échanger ton numéro 4 pour ça. Pas mal sûr qu'ils vont être actifs lors du 1er juillet. Mais quand tu as un choix numéro 4 et que tu es dans l'optique de vouloir faire les séries maintenant, échange ton choix puis va te chercher un élément important dans le but d'aider ton équipe à faire les séries. Le Canadien de Montréal repêche 16e et 17e. Dans l'optique où le Canadien veut aller chercher un centre numéro 2, on va devoir payer. La question qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce que le Canadien va attendre au 1er juillet et vendre le projet du Canadien de Montréal et la ville de Montréal à un joueur et tenter de le signer? Parce qu'on sait qu'on n'a pas eu beaucoup de succès là, le 1er juillet du côté du Canadien. Là. Dans les dernières années, là, ça n'a pas marché. Peut-être que là, ça fonctionnerait parce que l'identité du Canadien et la perception de jeu pour le Canadien de Montréal est différente. Les joueurs sont venus à Montréal lors des 4 nations. Ont vu c'était quoi jouer au Centre Bell. Ont vu c'était quoi d'être pris... comment je peux dire? Tu sais, d'être entouré de l'organisation du Canadien, des membres de l'organisation, d'être accueilli. Donc ça peut jouer dans la balance. Mais si on passe par la voie des transactions pour aller chercher un centre de deuxième trio comme on a besoin, je pense que le Canadien, dépendant de l'impact de ce joueur de centre-là, devra au moins en échanger un, si c'est pas 2. Si on en échange un, c'est sûr qu'on va devoir donner des espoirs qui sont en bas. Un gars comme Logan Mailloux, un gars comme Owen Beck. Je pense pas qu'on va toucher à pas Tage Thompson, mais Michael Age. Fait que ça va être de voir c'est quoi le plan qu'a Kent Hughes. Puis on le sait que Kent Hughes, au draft, c'est un gars qui a pas peur de bouger. Fait que ça va être intéressant de voir la suite des choses. La question qui circule beaucoup dans les derniers jours, c'est concernant Sidney Crosby. Je vous pose la question, les gars. Puis je dis pas que c'est impossible. On pose la question pour le fun. Vous êtes Kent Hughes. Vous tentez par le plus fort possible d'acquérir Sidney Crosby cet été
par la voie d'une transaction et vous payez le prix pour l'amener avec vous dans l'optique de l'avoir un 3, 4, 5 ans et vous permettre de gagner la coupe d'ici 5 ans. Le faites-vous. Oui. Mais pour moi, c'est même pas 3, 4, 5 ans. Puis pour moi, tu le fais comme ça, Sidney Crosby. Si on est capable de l'amener ici, puis encore là, je pense que c'est quelque chose qui est à 99,9% impossible. Mais on va en reparler quand on va faire le bilan du Canadien. J'ai tout un plan de line-up de rêve pour moi, pour le Canadien, pour l'année prochaine. Et pour moi, même si Sidney Crosby, c'est pour 2 ans, tu vas le chercher parce que pendant ces 2 années-là, tu vas développer les gars qui vont jouer avec lui. Puis la question du deuxième joueur de centre, clairement, on a besoin de deuxième joueur de centre, mais la question qui me dérange, c'est que je veux pas qu'on touche à Michael Hage dans un échange, parce que pour moi, c'est lui le deuxième joueur de centre dans l'avenir. Donc je veux pas qu'on aille signer un joueur de centre pendant 8 ans, puis que Hage soit pris sur le troisième trio, ou de pas être capable de faire la note, qu'on soit obligé de l'échanger, qu'il se développe ailleurs. Fait que pour moi, un 2 ans de Sidney Crosby, ça permet à Michael Hage de finir l'université, de se former à l'université et d'arriver avec le Canadien comme deuxième joueur de centre. Pendant ces 2 années-là, Ivan Demidov va jouer à côté de Sidney Crosby. Si c'est pas la meilleure personne pour apprendre comment être un professionnel dans la Ligue nationale, je sais pas qui serait meilleur que Crosby pour apprendre à Demidov comment être un vrai joueur de hockey professionnel. Et tout ça, tu prends un joueur qui est intelligent et stable sur 200 pieds. Sidney Crosby, très bon défensivement. Ça enlève une pression sur les épaules à Nick Suzuki que on pense même pas en ce moment. Et même à un autre niveau, là, Cole Caulfield, qui a amélioré son jeu sur 200 pieds, qui a lui aussi une responsabilité défensive depuis cette année. Si tu donnes un deuxième trio qui est capable de prendre une charge défensive aussi, tu donnes à Nick Suzuki, selon moi, une saison de 110 points facile. Le gars est arrivé tout près de 90, sans deuxième trio pour prendre la charge défensive. Et même quand on joue à domicile, quand on joue à l'extérieur, la première paire de défenseurs va toujours matcher contre Nick Suzuki. Si tu as un gars comme Sidney Crosby avec Ivan Demidov sur le deuxième trio, la première paire de défenseurs va devoir se splitter entre les deux. Tu donnes un avantage offensif et défensif aux 2 premiers trios du Canadien. Fait que pour moi, peu importe qu'est-ce que ça coûte tant qu'on touche pas au premier trio du Canadien, Michael Hage, Jacob Fowler. Pour moi, on pourrait même, j'ai beaucoup d'espoir pour David Reinbacher, on pourrait même penser à échanger David Reinbacher selon moi. Tant qu'on touche pas à Demidov, Hudson, le premier trio, puis Fowler, pour moi, je le fais que ça coûte 4 choix de première ronde, honnêtement. Je pense que c'est l'idéal pour le processus du Canadien, un vétéran comme ça. Danick? Ouais, pour ma part, moi, je dis oui. Tu sais, tantôt, on parlait des choix de repêchage à donner. Tu sais, le 17 choix, je suis prêt à le donner avec un défenseur comme David Reinbacher. Pour Sidney Crosby, je dis oui demain matin. Là. Tu t'évalues, tu discutes. Puis, comme tu dis, ça va apporter beaucoup pour Demidov. Tu sais, tu n'auras pas Sidney Crosby pour 1 an. Là. Il va être là 2, 3. Puis, comme tu l'as mentionné, ben, Hage va pouvoir s'emmener avec le Canadien, prendre son temps. Puis, je pense que c'est la meilleure chose. Si le Canadien réussit à faire ce saut-là, le Canadien va s'avancer. Les jeunes vont apprendre d'un vétéran, d'un gagnant comme Sidney Crosby. Ça va être pour le mieux, pour le meilleur dans l'avenir. Là. Assurément, si on regarde pour l'avenir, dans l'optique où le Canadien voudrait gagner la Coupe pour être aspirant à une finale de la Coupe Stanley d'ici 5 ans, je pense que Crosby, il lui reste au moins encore un 3-4 ans de hockey là, dans les pattes. On le voit aller présentement, ne ralentit pas, est tout feu, tout flamme, même à 36-37 ans. Donc Crosby, pour moi, est loin d'avoir terminé. Je pense que le Canadien doit payer le prix pour amener un gars comme Sidney Crosby dans l'organisation du Canadien. Sans aucun doute. Dans l'optique où le Canadien n'arriverait pas à s'entendre avec les Pingouins, parce qu'on sait que le prix va être quand même très très gros. Voici les agents libres potables que le Canadien pourrait cibler comme joueur de centre avec le CH sans restriction au 1er juillet. Matt Duchesne, John Tavares, Michael Granlund, Ryan Donato et Sam Bennett sont les joueurs de centre sans restriction. Comme ailier, on aurait Nikolai Ehlers, qui, je crois, peut jouer également à l'aile, au centre, pardon. Mitch Marner, Brock Nelson, Patrick Kane et Brad Marchand. Jamais Brad Marchand va arriver ici, t'as oublié ça. Agent libre avec restriction.
là où le Canadien pourrait faire une offre hostile. Comme joueur de centre, Marco Rossi, qui est un jeune de 24 ans avec... pas 24 ans, mais je pense que c'est 23-24 ans avec le Wild du Minnesota dans ces eaux-là. Matthew Knies avec les Maple Leafs. Morgan Geekie à Boston. Ryan McLeod à Buffalo. Mason McTavish avec les Ducks. Et le reste, là, c'est tous des ailiers. Parmi les joueurs que je viens de vous cibler, les gars, quel serait le joueur sur lequel vous seriez prêt à offrir un contrat, que ce soit parmi les joueurs autonomes sans restriction ou ceux avec restriction où vous devrez faire une offre hostile? J'en ai parlé beaucoup tout au long de la saison. Là. Pour moi, c'est Sam Bennett, le premier choix dans ma tête. Quand on parle de papier sablé pour les séries, c'est un gars qui est taillé exactement pour ça. C'est un attaquant de puissance qui va être capable d'aller chercher la rondelle pour Demidov et pour possiblement liner sur ce même trio-là, là, au moins pour débuter la saison. Si on n'y va pas avec Sam Bennett, comme j'ai parlé, pour moi, le deuxième joueur de centre, si on veut laisser la place à Michael Hage, peut-être qu'on va chercher un contrat à plus court terme. Si on y va pour un contrat à plus court terme, pour moi, Matt Duchene, c'est un peu le joueur idéal pour ça, pour un 2-3 ans. Si je ne me trompe pas, il a ramassé 81 points cette saison pour un deuxième joueur de centre. Oui, il jouait avec une très bonne équipe là, à Dallas, mais je pense que si tu le mets avec Demidov puis Laine, il pourrait se rapprocher de ces totaux-là, encore une fois. Donc, pour moi, ça serait Bennett mon premier choix, Duchene mon deuxième, si jamais Bennett, c'est pas possible. Mais Et Bennett, Gorton, dans l'optique où Bennett demande plus de 7,5 millions, est-ce qu'il reste dans tes choix? Pour un gars qui fait en moyenne 50 points par saison. c'est certain que si. Ben là, pour moi, la limite, tu donnes pas à personne cet été plus que Suzuki, ça c'est certain. Même si 7,8. pendant le bilan, là, Jeff Gorton a parlé de joueurs de 100 points qui sont pas nécessairement des centres, ce qui pour moi voulait dire que les Canadiens ont peut-être, et je dis bien peut-être, et on va en reparler quand on va faire le bilan du Canadien, ont peut-être Mitch Marner dans la mire, tenterait peut-être une offre. C'est un salaire qui est beaucoup trop cher. Fait que pour moi, je pense qu'on ne devrait pas signer cet été rien de par-dessus de Nick Suzuki. Fait que pour moi, À c'est moins que ton certain que capitaine te dise Sam go. Bennett, c'est certain, mais il faut voir encore une fois, tu sais, dans le cas où on déciderait de faire une offre à Mitch Marner, il faut malheureusement pas laisser la chance à Patrick Laine. Parce que là, niveau salaire, ça rentrera juste pas. Puis niveau espace sur les trios, je veux bien. Un Patrick Laine sur un troisième trio, c'est un grand luxe. Mais à 8,7 millions, ça va être cher si on va signer Mitch Marner à quelque chose comme 13 millions. Là. Même si le cap il monte à 95, ça va être beaucoup trop. Mais pour revenir à Sam Bennett, c'est certain qu'en haut de 7,5, je commence à avoir de la difficulté. C'est un gars de 50 points, comme tu le dis, puis c'est pas comme s'il n'y avait pas de power offensif à ses côtés. Là. En Floride, il y a quand même des bons marqueurs de but en Floride. C'est peut-être pas Demidov et Laine qui vont y en faire scorer 85. Tu sais. Parce que Matt Duchene, c'est quand même 82 points à 3 millions. Hein. Exactement. Fait que pour moi Bennett, c'est un contrat, mais c'est encore là, c'est une question de terme. Pour moi, c'est à quel terme on est prêt à aller chercher un joueur de centre. Est-ce qu'on fait confiance à Michael Hage pour être le joueur de centre du futur? Je dis encore Bennett parce que je pense que c'est le type de joueur exact qu'on aurait besoin avec Laine et Demidov. Ouais. Si on va chercher Duchene, peut-être que ça va être un salaire réduit, peut-être que Laine ne sera pas dans les plans. Ça, on ne le sait pas non plus encore. Je pense que le Canadien se doit de laisser une chance à Patrick Laine avec un camp d'entraînement complet. Là. Je pense qu'on se doit d'y laisser au moins le début de la saison, voir comment ça se passe. Mais si tu me dis on va chercher Duchene à beaucoup moins cher que Bennett, puis qu'on est capable d'amener Marner, ben je vois pas en quoi c'est moins bon que Bennett puis Laine. Mais pour moi, Bennett, c'est le type de joueur parfait. Le seul problème, c'est que c'est certain qu'il va vouloir plus de termes que Matt Duchene. Duchene en deuxième pour moi, je pense que c'est les deux tops pour le Canadien cet été. Puis pour ce qui est des agents libres avec restriction, je pense que Mason McTavish, encore une fois, j'ai parlé de papier sablé avec Sam Bennett, c'est un peu la même chose. Un joueur de centre avec un bon gabarit, jeune. Encore là, c'est toujours la question de qu'est-ce qu'on veut faire avec Michael Hage. Pourrait être impliqué dans une transaction pour Mason McTavish. J'en serais pas incroyablement fan. Je trouve que Michael Hage a beaucoup de potentiel. Mais je pense que niveau agent libre avec restriction, je pense que McTavish, c'est la seule option. Pour moi, à l'attaque, on a parlé un peu de Noah Dobson aussi. Je pense que ce ne serait pas une impossibilité pour le Canadien qui a besoin de défenseur droitier. Mais pour moi, ça serait Bennett, Duchene, McTavish, les trois targets principaux pour moi au centre pour le Canadien. De mon côté, je suis très d'accord. Tu sais, Sam Bennett, je pense que c'est lui le meilleur
qu'on pourrait avoir. Je pense qu'il vient de gagner la Coupe Stanley avec les Panthers. L'expérience qu'il va emmener, je pense que c'est ça qui manquait aux Canadiens pour peut-être réussir à battre les Capitals de Washington. Avec un Sam Bennett, peut-être que le match en prolongation, si on le gagnait. Puis du côté de Mitch Marner, si on réussirait à le signer, je pense qu'on a encore un problème au centre. Qui va jouer avec Mitch Marner et Demidov? Est-ce qu'on est avancé? Pour l'année prochaine, on ne serait pas avancé. Là. À part si tu réussis à signer Mitch Marner, puis tu donnes tes 2 choix avec Rembacher, tu vas chercher Crosby. Là, je te dis, on a fait un nesting move. Est-ce que ça pourrait arriver? Les chances, on ne sait jamais. On ne sait jamais qu'est-ce qui pourrait arriver, mais est-ce qu'on peut le faire? Je ne sais pas. Mais pour ma part, je pense que Sam Bennett serait la meilleure option si c'est Nick Crosby. On ne peut pas aller le chercher. C'est sûr que Marner, ce serait le fun. Mais il faudrait évaluer, là. C'est sûr. Je partage le point de Cédric. Matt Duchesne peut être une option intéressante dans l'optique où ce gars-là ne devrait pas demander 6 millions par année. Matt Duchesne risque de jouer entre 3 et 6 millions par année. C'est sûr qu'avec 82 points, il va demander plus que 3 millions. Je pense que Matt Duchesne pourrait être une option intéressante. Ensuite, John Tavares, personnellement, je touche pas à ça. Marner, si on veut frapper un coup de circuit, on y va. Imaginez, là. Le Canadien fait l'acquisition de Sidney Crosby au repêchage. Et le Canadien signe Mitch Marner le 1er juillet. Attends une minute, le premier trio, c'est lequel, là? Eh, boy! Pas compliqué à comprendre. Là. C'est pas compliqué à comprendre. Là. Ça va être Marner, Crosby, Demidov. Suzuki, je suis désolé, mais écoute, tu t'en vas sur on va se le dire, là, tu te ramasses avec 2 premiers trios dans tous les cas. Ouais. Les 2 trios vont jouer 20 minutes en moyenne. Imagine, sur le deuxième, t'as Caulfield, Suzuki, Slavkovski. L'autre équipe, l'autre bord, sur la route, vont dire c'est difficile. On dit toujours, il y en a qui disent encore que Suzuki n'est pas un centre numéro 1. Amène Crosby, mais centre numéro 2, t'as 2 lignes numéro 1 pour moi. Là. Mais bon, c'est beau rêver. Je penserais pas que ça arrive. Niveau argent, de toute façon, Mitch Marner va demander quelque chose comme 14 millions. Ouais, non, c'est clair. Puis Crosby en fait 8,7 encore. T'es Mitch Marner. Faut que tu te débarrasses de quelque chose tout de suite. Là. Mais t'es Mitch Marner, puis t'as la chance de les jouer Crosby. Tu peux même pas signer Marner avant de t'être débarrassé de Patrick Laine. Ça marche pas. C'est juste pas possible. Niveau papier crayon, ça se peut pas. Es-tu prêt à sacrifier un premier choix dans X nombre d'années pour te débarrasser de Patrick Laine? Mais pense à le racheter. Si je te dis une équipe t'appelle, une équipe t'appelle demain matin et dit donne-moi ton choix de première ronde dans 3 ans, je prends Patrick Laine. Oui. Dans 3 ans, ouais. Si c'est juste ça que ça prend, honnêtement, oui. Le seul problème que j'ai avec ça, c'est que Laine, ça fait un bout qu'il n'a pas eu une saison complète puis un camp d'entraînement complet. C'est là, tu lui donnes un camp d'entraînement complet puis une saison complète avec Demidov, je suis pas certain qu'il n'est pas capable de compter 30 buts. C'est sûr, honnêtement, sûr. Là. Non, c'est sûr. Mais si c'est pour... Là, on rêve en grande couleur. Si c'est pour amener un gars comme Marner, c'est certain que là... Mais il est là le problème, c'est que c'est le genre d'échange de Patrick Laine, c'est un échange qui se fait au repêchage. Tu peux pas lancer Patrick Laine à peu importe qui va le prendre pour un choix de première ronde, puis arriver le 1er juillet, puis Marner, ou même après le repêchage, Marner, il re-signe avec les Maple Leafs, puis on est pris. Finalement, on n'a plus de Patrick Laine, on n'a plus de choix de première ronde, on a un trou à l'aile sur le deuxième trio. Faut qu'on aille chercher quelqu'un d'autre, puis la classe d'agent libre, niveau ailier, c'est, si c'est pas Mitch Marner, je garde Patrick Laine, tu sais. Il n'y a pas tant d'autres joueurs à aller signer. Fait que niveau argent, le Canadien est coincé pour faire tous ces moves-là en même temps. Mais si tu me dis, on se débarrasse de Laine puis on signe Matt Duchesne comme deuxième centre, c'est, mettons qu'il veut 4,5 millions, c'est 4 millions de moins que Crosby qu'on peut mettre ailleurs. Non, c'est sûr. François Carrière qui est allé un peu là, de son opinion par message privé là, concernant Crosby. Et il dit, Crosby, on est obligé de faire le move, t'as pas le choix. Hughes a dit qu'il était prêt à mettre le prix pour un trade. C'est le temps, tu y vas all-in. Pourquoi? La culture du club, l'influence qu'il va avoir sur les jeunes, son jeu, c'est encore un gars d'impact, mais surtout le volet attrait. Si tu réussis à amener un gars comme Crosby à Montréal, quand tu arrives au 1er juillet, tu peux dire à n'importe quel gars, tu veux jouer avec Crosby et Demidov, ça te tente-tu? Ouais, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Ça se pourrait que Mitch Marner. Là, c'est un peu exagéré ce qu'il me dit, mais... Donne tes 12 prochains choix de première ronde s'il faut, j'exagère.
Mais tu comprends le point. Inclus Dobbs dans le deal, les Pens sont pourris dans les nets. Ils n'ont pas de choix, ils n'ont pas de goaler, ils n'ont pas d'espoir. Tu peux inclure un gars comme Ryan Backer, tu peux inclure un gars en attaque, style Evans, qui va être capable de prendre du temps de jeu à Pittsburgh dès maintenant en haut. Des espoirs, on en a. Des choix, on en a. On peut en donner. Il dit, je suis même prêt s'il faut à donner Monty, sachant que Fowler s'en vient. Ça peut être une optique. Tout ça pour dire que Crosby, il faut y aller all-in. Un autre point de François, Dvorak, Savard, Armia, c'est 11,3 millions de libérés pour le Canadien de Montréal. Mon autre point, avant qu'on achève, parce qu'on étire la sauce, David Savard est parti. Défenseur droitier de libéré. On se retrouve avec Alexandre Carrier et c'est tout. Je ne pense pas que David Reinbacher soit prêt. Je ne crois pas que Logan Mailloux soit prêt. Et je pense que Logan Mailloux, dans une éventualité... Oui, mais dans une éventualité où tu vas chercher un gars comme Crosby pourrait faire partie d'un package deal. Pour moi, c'est le premier espoir à échanger. Juste que ça soit, et là, ça fait longtemps, puis la NHL est passée par-dessus, il a le droit de jouer, mais toute la polémique qu'il y a eu autour de lui, je pense que dans l'optique d'échanger un espoir, le Canadien le voit comme le premier à partir. Exact. La question que je vous pose, parce qu'on va avoir besoin d'un défenseur droitier, on a vu l'impact d'un défenseur droitier avec le Canadien, juste quand Carrier est arrivé. Vous êtes Kent Hughes. Vous tentez un offre hostile à Evan Bouchard des Oilers d'Edmonton cet été. Evan Bouchard fait présentement 3,9 millions, vient de compléter une saison de 67 points. Devrait demander un salaire, j'imagine, dans les eaux de 7-8 millions. Alors vous êtes Kent Hughes, est-ce que vous tentez le coup ou vous regardez ailleurs? Moi, je pense que une offre hostile de ce genre-là à 7-8 millions, c'est des choix repêchage qui vont être donnés aux Oilers qu'on pourrait utiliser dans un échange. Puis Kent Hughes a dit plusieurs fois qu'il est prêt à payer, à overpay sur un échange plus que sur un contrat. Fait que pour moi, je pense que niveau même agent libre avec restriction, je pense qu'il y a plus de chances qu'on voit un échange, que le Canadien aille acquérir les droits d'un gars comme moi sur ma liste numéro 1 comme défenseur droitier, j'aurais Noah Dobson. Il y a beaucoup de rumeurs d'échanges à son sujet. On parle des deux choix de première ronde du Canadien. Je pense que c'est un échange qui est possible. Fait que pour moi, si tu vas avoir un défenseur droitier de plus haut niveau, j'irais plus vers Noah Dobson qu'Evan Bouchard. Evan Bouchard, très bon offensivement, mais je pense pas que c'est avec deux défenseurs purement offensifs qu'on s'améliore tant que ça. C'est sûr que ça amène beaucoup plus d'offensive, mais pour moi, plus de stabilité. Et Dobson amène son lot d'offensive. Pour moi, c'est pour ça que c'est le joueur parfait dans ce trou-là, selon moi, plus que Bouchard. Il amène son offensive, mais il amène plus de défensive que Bouchard aussi. Puis pour boucher les autres trous, j'ai entendu parler de Luke Shen avec les Jets qui joueraient une game très semblable à David Savard, mais il faudra aller échanger pour lui. Il lui reste une année de contrat. J'ai fait un petit tour tantôt des agents libres, des défenseurs droitiers. Il y a Henry Jokiharju à Boston. Bon 6e défenseur. Yann Ruta avec les Sharks, un peu plus gros, bloc des tirs, coûtera pas cher, défenseur droitier. Et Nick Perbix avec le Lightning de Tampa Bay. Pour moi, c'est des très bons choix pour aller remplir le trou de 6e défenseur. Pour ce qui est du premier, pour moi, j'aimerais vraiment voir Noah Dobson avec le Canadien. Si c'est pas lui, ça va être un peu plus compliqué à aller chercher un premier défenseur. Premier défenseur. Dans mon optique, le meilleur défenseur droitier, ça va être le 3e meilleur défenseur de l'équipe. Mais si pour l'instant, c'est Carrier qui bouge ce trou-là, puis qu'on va chercher, mettons, Ruta puis Perbix, je ne serais pas fâché de ce que le Canadien a fait parce qu'on va enfin avoir 3 gauchers, 3 droitiers. Puis tu vas avoir Hudson puis Gouli comme étant les 2 meilleurs défenseurs de l'équipe. Pour moi, ça a du sens. Danick? Moi, de mon côté, c'est sûr. Evan Bouchard, c'est sûr, ça serait un bon défenseur. Mais si on y va là, est-ce qu'on a vraiment... C'est vraiment ça qu'on a besoin pour gagner ou pour refaire les séries la saison prochaine? Non. Je pense, comme tu l'as mentionné, Cédric, avec un Ruta, puis imagine que tu rentres Crosby enfin cet été. Je pense qu'on est plus en business que mettre all-in sur Evan Bouchard, perdre nos choix pour un def. Non. Moi, j'irais avec un Ruta, puis il va all-in pour un deuxième centre. Là.
Entièrement d'accord avec vous. Les gars, rapidement, là, avant de mettre fin à l'émission de ce soir, l'Utah Hockey Club a révélé aujourd'hui son nouveau logo. Il y avait eu une fuite dans les derniers jours via leurs réseaux sociaux. Et voilà qu'on l'a finalement annoncé. Ils deviennent donc les Mammouths de l'Utah. Un logo qui, pour moi, me fait ni chaud ni froid. Un logo qui n'est pas éclatant, mais qui n'est pas laid. Un logo que plusieurs appellent un logo d'intelligence artificielle, un logo ChatGPT, un logo un peu NHL 25. Un logo, pour moi, doit être représentatif de où tu es, de où tu viens. Doit être représentatif de ce que tu représentes. Tu représentes l'Utah. L'Utah, c'est justement ça. Le fameux monstre des neiges, le mammouth, le yeti. Je pense qu'on s'est pas trompé en appelant le mammouth. Ça aurait été le yeti, pour moi, ça aurait été la même chose. Quelle est votre appréciation du logo des Mammouths de l'Utah? Je pense que le logo, tu marques un bon point là, dans les observations des gens là, sur l'espèce de look un petit peu généré artificiellement. Là, je trouve que on dirait qu'il n'y a pas énormément d'efforts, de détails peut-être dans le logo. On dirait que c'est peut-être ça qui dérange les gens. J'aime bien au-dessus de la tête du mammouth, justement, il y a quelques montagnes. Je pense que c'est un petit détail qui a du sens, mais je trouve que le logo fait un petit peu vide pour un logo autant moderne. Tu sais, pour moi, j'aime beaucoup les logos des dernières équipes, là, Vegas puis Seattle, qui ont des détails à l'intérieur des logos, puis que ça a l'air vraiment pensé et bien fait. Là, on dirait qu'ils ont pris la première image sur Google de mammouth noir et blanc, puis ils ont mis du bleu, puis ils ont mis des montagnes en haut. Je trouve que le logo fait pas super recherché. Pour ce qui est du nom, je pense que c'est un nom qui est bien correct. J'aurais préféré personnellement le Yeti, comme tu l'as dit. Je pense que ça faisait un peu plus... un peu mieux en français aussi. Honnêtement, je sais que pour eux, le français, ça change vraiment rien, mais le mammouth en français, je trouve que c'est une drôle de façon de parler, le mammouth. Je trouve que j'aime pas ça comme nom en français. En anglais, un peu plus de sens. J'aurais préféré le Yeti, mais ils ont des belles couleurs. Le logo est correct sans plus, selon moi. Je pense que un peu simple à mon goût, honnêtement. Danick? De mon côté, je trouve que ça fait un logo du Pee-Wee. On se le cachera pas. Moi, je trouve que j'aurais aimé mieux un Yeti. Ça aurait été mieux. Mais les couleurs aussi... tu sais, comme vous l'avez mentionné, il n'y a pas de détails dans le logo. Là, ça fait vraiment comme hockey mineur. Là. Mais ça, c'est pas nous le designer. Hein? Ah, effectivement. Il y en a qui trouvent qu'il manque un peu de couleur, de punch, de contraste. Ce qui rend peut-être le logo moins intéressant pour certains. On a voulu aller avec l'aspect simplicité, j'ai envie de dire, du côté de l'Utah. Eux qui vont avoir leur logo sur le chandail à la maison. Et à l'extérieur, on garde le fameux chandail où ça va être écrit Utah. C'est correct, je veux dire, ça donne un autre style là, un peu au mammouth de l'Utah. Un logo qui, comme je me répète, me fait ni chaud ni froid. Ça sera à vous là, de l'accepter au bout du compte. Ça m'inspire pas. Je trouve pas que c'est un nom de Ligue nationale, là, les Mammouths. Là. Mais ils ont été dans cette direction-là. C'est leur choix. Mais pour ma part, ça fait pas partie de la Ligue nationale. Sur les paroles du coach Danick Boudreau et sur les paroles de la voix mielleuse de votre échec avant, Cédric Paquette, c'est ce qui conclut l'épisode du 7 mai 2025, épisode qui devait durer entre 30 et 45 minutes, aura duré une grosse heure. On avait pas mal de contenu. Ça a été un épisode fort intéressant. Un épisode que vous pourrez retrouver également sur notre chaîne YouTube dans les prochaines heures. N'hésitez pas d'ailleurs à aller vous abonner. En mon nom, Marc-Olivier, celui de toute l'équipe de l'échec avant. On vous souhaite une excellente soirée à tous et on se dit à la semaine prochaine. Ciao. Ciao. C'est l'échec avant où le sport s'anime. Des débats passionnés, des moments sublimes. Du hockey, de la NHL au touchdown de la NFL. On vit chaque instant brillant intensément. Les statistiques en main, on décrypte chaque jeu. Des frappes de la MLB au but ambitieux. La MLS qui monte la CFL en force.
Chaque discipline nourrit nos échanges, nos ressources. C'est plus qu'un micro, c'est un rendez-vous. Une équipe, une passion, un esprit fou. On plonge dans les faits, on questionne, on apprend. L'échec avant, c'est le sport